Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage fascinant, peut-être l'un des plus tragiques de toute l'histoire de la Chine. Il s'agit de Liu Xie, plus connu sous le nom d'empereur Xian. C'est lui, le tout dernier empereur de la dynastie Han, une dynastie qui a duré 400 ans quand même. Et vous allez voir, son histoire, elle est loin d'être celle qu'on imagine. Voilà l'image qu'on a souvent de lui, hein. Faible, indécis, toujours en train de pleurer. Ça, c'est ce que nous dit le fameux roman des Trois Royaumes. On le voit comme un pauvre type, un empereur pathétique qui n'est qu'un symbole du pouvoir perdu. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'était vraiment lui? Pour le savoir, on va devoir creuser un peu. On va mettre de côté le mythe, cette image d'Épinal, et voir ce que l'histoire, la vraie, nous dit de cet homme. Et là, attention, parce que le décalage est énorme. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a le personnage de roman, passif et faible, et de l'autre, ce que nous disent les historiens, un homme intelligent, lettré, et surtout d'une résilience à toute épreuve. Franchement, pour survivre à tout ce qu'il a traversé, il fallait être incroyablement fort, tout sauf faible. Et c'est peut-être ça, le plus terrible dans son histoire. Son intelligence, loin d'être une force, c'était sa malédiction. Pourquoi? Parce qu'il était assez brillant pour tout comprendre. Il voyait son empire s'effondrer sous ses yeux. Et il savait pertinemment qu'il ne pouvait absolument rien faire. C'est comme être un prisonnier qui non seulement connaît les barreaux de sa cage, mais qui en comprend aussi parfaitement le mécanisme, sans avoir la clé. Et cette cage, ce n'est pas juste une métaphore. Son règne, en réalité, c'était ça. Une longue, très longue captivité. Dès son enfance, il a été un prisonnier sur le trône. Regardez un peu ce parcours, c'est juste hallucinant. Sa vie n'a été qu'une succession de geôliers. À 8 ans, il est aux mains du terrible seigneur de guerre Dong Zhuo. Ensuite, il passe sous le contrôle de ses lieutenants, des types encore plus chaotiques. Puis, il devient carrément un réfugié, affamé, en fuite, avant d'être sauvé, et on met de gros guillemets sur sauvé, par le dernier et le plus redoutable de ses maîtres, le fameux Cao Cao. Et tout ça, ça commence très tôt. Il y a une anecdote qui dit tout. Il a à peine 8 ans. Il est face à Dong Zhuo. Son grand frère, qui est l'empereur à ce moment-là, est tétanisé par la peur, il tremble de partout. Lui, le petit Liu Xie, reste parfaitement calme. Il répond aux questions de Dong Zhuo avec une clarté et une intelligence bluffantes pour son âge. Et l'ironie, la terrible ironie, c'est que c'est cette intelligence qui va le condamner. Dong Zhuo se dit « Tiens, celui-là, il est bien plus impressionnant. Il fera un bien meilleur pontin. » Et hop, il le met sur le trône. Son destin est scellé. On arrive maintenant à la période la plus longue de sa vie de prisonnier. C'est sa vie sous le contrôle de Cao Cao. Et là, on entre dans ce qu'on peut vraiment appeler la cage dorée. La cage dorée. L'expression est parfaite pour décrire sa situation. D'un côté, il a tout. Le titre, le palais, les rituels, le luxe. Mais en réalité, c'est du vent. Tout est vide. Il n'a absolument aucun pouvoir. Chaque décision, chaque ordre qui sort prétendument de sa bouche vient en fait de Cao Cao. Et il faut reconnaître que la stratégie de Cao Cao était diaboliquement efficace. C'était un coup de maître politique. Étape 1, il se présente en sauveur. Il récupère l'empereur, ce qui lui donne une légitimité incroyable. Étape 2, il déplace la capitale dans sa propre base militaire. L'empereur est complètement isolé. Étape 3, il prend le contrôle de la communication. Tous ses ordres sont maintenant des édits impériaux. Et l'étape finale, il se fait accorder des titres toujours plus prestigieux par l'empereur lui-même. La boucle est bouclée. Mais alors, face à tout ça, est-ce que l'empereur Xian est resté les bras croisés? Non. Il a essayé de se battre. Et c'est là que l'histoire devient encore plus tragique. La question est simple. Comment on se rebelle quand on n'a rien? Pas d'armée, pas d'argent, pas de soutien. Comment on fait? Eh bien, la réponse est spectaculaire. Il l'a fait avec un décret secret. Un ordre d'assassiner Cao Cao, qu'il a écrit avec son propre sang. Oui, vous avez bien entendu. Il se pique le doigt et il écrit cet ordre qu'il cache ensuite dans une ceinture. C'était un geste fou, un acte de désespoir et de courage absolu. Malheureusement, le complot est découvert. Et là, la vengeance de Cao Cao est impitoyable. Tous les conspirateurs sont arrêtés, exécutés publiquement avec leurs familles. Et le pire, la concubine de l'empereur, consort Dong, qui était enceinte, est elle aussi tuée. L'empereur a beau supplier, rien n'y fait. Il est forcé de regarder. À ce moment-là, tout espoir de se rebeller un jour est mort. Et le cauchemar ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, c'est sa propre femme, l'impératrice Fu, qui tente à son tour de monter un complot. Encore une fois, c'est un échec. Et encore une fois, il doit assister, impuissant, à l'arrestation de sa femme, qui est traînée hors du palais pour être exécutée. C'est là qu'il aurait prononcé cette phrase terrible. « Je ne sais même pas quand ma propre vie se terminera. On touche le fond du désespoir. » On arrive maintenant à la fin.
la fin de son règne, la fin de la dynastie Han. Mais attention, ce n'est pas tout à fait la fin de son histoire. Et la suite est surprenante. En 220, Cao Cao meurt. Son fils Cao Pi décide qu'il est temps d'arrêter la comédie. Il convainc poliment l'empereur Xian de lui céder le trône. Et c'est comme ça que ça se termine. Pas dans une bataille épique, non. La dynastie Han, après 400 ans d'existence, s'éteint avec un simple trait de plume, une cérémonie bien propre. Et c'est là que tout bascule. C'est le plot twist le plus inattendu de toute cette histoire. On pourrait croire que c'est la fin pour lui, la mort ou l'oubli, mais c'est tout l'inverse. C'est en perdant le trône impérial qu'il va enfin trouver la liberté. Le prisonnier politique qui vivait dans la peur permanente va devenir un petit souverain local, respecté, et qui a enfin un vrai pouvoir, même s'il est modeste. Oui, au lieu de l'exécuter, on lui a donné un titre, duc de Shanyang, et un petit territoire à gérer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui et sa femme, l'impératrice Caoji, se sont mis à la médecine. Ils ont passé le reste de leur vie à soigner les habitants. Les gens les adoraient, ils les appelaient la famille de médecins du dragon et du phénix. Il est mort 14 ans plus tard, de sa belle mort, en paix, respecté de tous. Alors, au final, comment on doit voir son histoire? Est-ce que son abdication était sa plus grande défaite, l'échec ultime? Ou est-ce que c'était, en fait, sa plus grande victoire, son acte de survie le plus intelligent? En abandonnant ce trône qui n'était qu'une prison, il a gagné la survie, la paix et même la possibilité d'aider concrètement les gens. Voilà la question qui reste. Et elle change complètement la perspective qu'on peut avoir sur sa vie.